ou entre guillemets fermés. Donc on a identifié sur les postes de travail, dans les familles. Et donc, en effet, il a été de bon ton de réfléchir à comment limiter ces clusters en zone de travail et en favoriser le télétravail si ceci est possible. Ouais. Voilà, si c'est éligible, si on est éligible au télétravail. Et si c'est éligible, alors Dominique Seux, est-ce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de travail qui était télétravaillable? Je ne sais pas si l'expression existe. Par exemple, est-ce que vous imaginiez un jour aux Échos, parce que je sais que ça a été le cas, pouvoir faire un journal entièrement avec des journalistes en télétravail? Alors vous dites ça a été le cas, mais c'est encore en partie le cas. C'est-à-dire qu'un média comme Les Échos, donc online et pour une édition print aussi, se fait pour l'essentiel maintenant encore en télétravail, puisque nous suivons. On est censé. Nous suivons, voilà. Donc les journalistes viennent une journée par semaine, quelque chose comme ça, et ça dépend lesquels, pas tous. Et donc évidemment, c'est très curieux de faire les conférences de rédaction. Donc conférence de rédaction qui est à 9h, une autre à 15h. Vous avez des conférences de rédaction qui se font à 98% avec des personnes qui sont disséminées un peu partout en région parisienne et à Paris. Imaginons ce qui serait passé il y a 10 ans, sans les outils incroyables que nous avons aujourd'hui. Ça n'aurait tout simplement pas été possible. Mais je rebondis peut-être sur ce qui vient d'être dit sur, effectivement, la difficulté du télétravail liée à l'organisation des logements. C'est très vrai. C'est très vrai. Avec une petite nuance qui est les gens qui ont des enfants et les gens qui n'ont pas d'enfants. Ah. C'est-à-dire que je pense que pour ceux qui... Il y a petite chambre et beaucoup d'enfants. Alors ça, c'est... Alors là, ça devient très compliqué. Mais alors, pour la génération qui a des enfants un peu plus âgés, ça reste effectivement peut-être... Donc il y a des nuances dans le regard qu'on porte sur le télétravail. C'est très intéressant de voir que dans les entreprises, et aussi aux Échos, il y a plus de monde qui vient le mercredi. Voilà, qui vient travailler le mercredi. Oui, parce que c'est la journée des enfants. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a des systèmes de garde, etc. Donc, on retrouve de la liberté. Et donc, c'est comme toute chose. C'est-à-dire qu'il y a de l'excès dans un sens ou dans l'autre. On a cru que le 100% était formidable. Évidemment, ça ne l'est pas. Mais on ne va certainement pas revenir à la situation antérieure. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, ce sont des équilibres qui vont se trouver à 2 jours par semaine, dans la majorité des cas, je crois, de télétravail. Henri Buzicazo. La question du téléenseignement se pose aussi de la même manière, parce que c'est aussi du travail. Alors, ce sont des apprenants ou des étudiants. Pour les étudiants qui doivent à l'université, qui suivent leurs cours derrière un ordinateur. On a constaté exactement ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire au début un engouement, parce que ne pas aller à l'école, si vous me permettez l'expression, ça peut concerner aussi les grands étudiants, c'est formidable. On a tous connu ça. Et puis, on s'aperçoit que c'est un lieu de sociabilisation, c'est un lieu de partage entre pairs et avec les professeurs, même pour s'y faire gronder, pour s'y faire reprendre. Mais on a besoin de ça. Aujourd'hui, il y a un problème de décrochage des étudiants qui n'en peuvent plus de ce téléenseignement et qui constatent que les conditions du téléenseignement, pour la plupart d'entre eux, ne sont pas bonnes. Parce que oui, il y a un petit frère, parce qu'il y a un père ou une mère qui télétravaille et que ce lieu n'est pas fait non plus pour le téléenseignement. Et alors, encore, en plus, on vous parlait des chambres petites, encore faut-il être bien assis. On a tous découvert qu'on était peu outillés, en fait, pour passer des journées entières derrière son ordinateur. Vous voyez ce sujet de Gaëlle Anne Dawes. Depuis le début du confinement, Lorenzo Gironzini travaille à domicile. Après 5 mois assis sur cette chaise de cuisine, il a décidé de s'équiper pour préserver son dos. On ne peut pas rester 8 heures dessus par jour. Et du coup, avec une chaise de bureau, c'est beaucoup plus agréable. On peut la régler, le dossier est souple. On peut s'installer un peu comme on veut. Et ça change la vie. Il faut passer la journée dessus. Un fauteuil ergonomique acheté 450 € grâce à une subvention de son entreprise. Avec l'essor du télétravail, quelques rares employeurs aident leurs salariés à s'équiper. Enveloppe moyenne 500 à 600 € pour chaque salarié. Alors certains entrepreneurs se sont engouffrés dans ce nouveau marché. Ça, c'est un de nos best-sellers, c'est le Heron. C'est un siège qui vaut 1 000 € neuf. Christophe Cotte, par exemple, rachète du mobilier de bureau, le reconditionne et le revend d'occasion. Depuis le déconfinement, sa clientèle a complètement changé. 80% des personnes qui achetaient, c'était des entreprises, et plutôt des grosses quantités. Et maintenant, 80% des gens qui achètent, c'est des particuliers pour le télétravail.
Faiza Bossi, est-ce que c'est une réalité? Vous avez davantage été sollicité pour des gens qui étaient chez eux, qui se retrouvaient avec des, comme on dit là, des TMS, des troubles musculo-squelettiques, c'est ça? C'est exact. En effet, les troubles musculo-squelettiques, c'est des affections qui vont toucher tous les tissus mous autour de vos articulations. Donc, c'est les nerfs, c'est les tendons, c'est les muscles, les ligaments. Et les causes principales de ces TMS, troubles musculo-squelettiques, sont, concernant le télétravail, les postures contraignantes, le fait que vous soyez en position statique, répétée dans la journée, et la notion de répétition. Donc, CQFD, quand on voit comment la personne dans le document est installée, mal installée, eh bien, on va avoir des troubles musculo-squelettiques. Mais Dominique Soki, mais alors qui paye? Parce qu'il faut s'acheter un siège, il faut une pièce en plus, il faut une bonne connexion Internet, des rames de papier. La législation, la législation est assez claire là-dessus, c'est-à-dire que depuis les ordonnances Macron, l'employeur a les droits... vous permet d'avoir, pour pouvoir travailler, vous offre ce qu'on appelle les TIC, les moyens de communication. Donc c'est un PC portable. Et jusqu'en 2017, il y a un article qui a été retiré qui fait que c'est juste le PC portable qu'il vous propose et non pas tout ce qui est connexion, ergonomie, bureautique. Mais ça c'est flou, parce qu'il y a un autre article de loi qui dit que l'employeur doit veiller à votre santé et votre sécurité. Donc... en fait, le télétravail s'inscrit dans une charte. Charte pensée et réfléchie. Parce que les entreprises regardent... la plupart du temps, en fait, elles ont donné un petit, pas pécule, mais une petite indemnité pour acheter un ordinateur, mais les entreprises peuvent dire à bon droit aussi, attendez, l'heure de transport ou l'heure et demie de transport que vous faisiez avant, il y a quand même il y a un équilibre global à trouver. Donc il y a des négociations qui sont assez difficiles dans les entreprises en ce moment. C'est en ce moment que ça se passe. Alors, c'est vrai qu'on se dit tous, on a gagné une heure de transport, donc après tout, c'est une heure de liberté qu'on aurait gagnée. Pas du tout. Il y a des gens, en fait, qui, cette heure de transport, ils l'ont remplacée par une heure de travail. C'est ce que semblait dire Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. Il a été interviewé la semaine dernière dans VIP, votre instant politique, de Gilles Braunstein. On écoute Laurent Berger. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le télétravail, vous êtes parfois mal assis, vous avez une intensification du travail. Moi, on a des salariés qui témoignent que lorsqu'ils vont au travail, ils se rendent sur leur lieu de travail. C'est les vacances. Ils prennent le temps du petit déjeuner, ils prennent le temps d'écouter la radio, regarder la télé ou je ne sais quoi. Et quand ils sont en télétravail, ils déjeunent à peine, petit déjeunent à peine, ils se mettent au boulot, ils n'ont pas de pause, ils finissent à 18h et après leur vie est un peu entre parenthèses. Alors, Christophe Nguyen, les gens sont pas du tout des tirs au flanc, contrairement à ce que certains auraient pu croire. On va dire que individuellement, les gens disent qu'ils sont plus performants en télétravail individuellement qu'au bureau. 7 sur 10. Parce qu'ils sont moins dérangés, parce qu'ils ont justement moins les temps de transport, ils sont moins fatigués. 20% de productivité en plus, disait-on. Voilà. Ouais. En revanche, on ne sait pas si cette productivité est durable. Parce qu'effectivement, quand vos temps de transport sont remplacés par des réunions Zoom et que vous n'avez pas le temps de décrocher, vous reposez moins bien, vous êtes peut-être à long terme moins efficace. Et puis, ça crée des TMS parce que vous êtes crispé, vous êtes stressé, donc vous êtes un peu plus tendu, on va dire. Et donc, par rapport à ça, il y a un vrai enjeu aussi de pédagogie pour permettre aux gens de savoir quels sont leurs droits et leurs devoirs. Parce que malgré la signature des accords dans les entreprises, qui ont été très énormes, juste après aussi la signature d'un ANI, d'un accord national interprofessionnel, ça n'a pas permis de clarifier les droits et les devoirs, au contraire, ce besoin de clarifier. Mais sur la durabilité de cette façon de télétravailler, est-ce que c'est pas compliqué pour les jeunes, notamment, de s'insérer dans le monde du travail? On a vu dans le reportage là, des jeunes qui venaient d'être embauchés. Certains jeunes, on parle beaucoup des étudiants qu'on ne peuvent plus du téléenseignement, et pas qu'à cause du manque de socialisation, mais aussi parce qu'ils apprennent moins bien. Il y a tout un enjeu de révision de la pédagogie, que ce soit plus actif, parce que 8 heures derrière un écran, ça pèse. Et d'une certaine façon, les jeunes, on l'a vu, sont les plus impactés par cette crise et vivent le moins bien le télétravail. Alors, c'est un peu contre-intuitif. On aurait cru que les digitales aimaient ça. Et nous, ce qu'on entend dans les lignes d'écoute, des plaintes des jeunes, c'est je n'apprends pas mon métier. On apprend son métier en voyant les autres faire, en voyant l'informel. Quelle est la culture du métier? Et eux, derrière les écrans, si vous voulez, ils n'osent pas non plus dire apprends-moi, je veux comprendre. Et tous ces codes-là, ils passent à côté, ils ont moins de certitude. Et du coup, cette crise les bouscule énormément et du coup, ils s'effondrent plus. Et oui, le télétravail, Dominique Seux, est-ce qu'on n'est pas seul? C'est la question d'ailleurs du management. Est-ce qu'on peut être bien managé à distance quand son manager est derrière un écran et qu'on a peut-être deux contacts par jour avec lui? Alors c'est compliqué d'être manager, c'est encore plus compliqué d'être manager. Devenir manager télétravailleur, c'est évidemment, ça s'apprend. Ce ne sont pas exactement les mêmes modes de fonctionnement. La productivité individuelle ne pose généralement pas de problème. Ce qui pose un problème, c'est la productivité
globale, collective. Parce que on peut travailler individuellement plus chez soi. En réalité, on travaille souvent un petit peu plus. Mais il manque la communication informelle. Il manque les réunions, il manque les cafés, les idées qu'on échange entre vous avec tous vos collègues journalistes dans les couloirs. Évidemment, c'est ça qui permet d'innover. Mais c'est ça. Et donc, beaucoup d'entreprises disent, en réalité, au bout de 4, 5, 6 mois, on voit que les idées, eh bien, elles sont les idées d'il y a 6 mois. Et il manque un petit peu les idées neuves. Et donc, c'est un vrai souci. Mais cela étant, attention, il y a un an, on disait, les syndicats notamment disaient, attendez, ce sont les entreprises qui ne veulent pas télétravailler. Et donc, nous, les salariés veulent, et les syndicats veulent qu'on télétravaille un peu plus. On ne va pas basculer dans le sens inverse en disant c'est une catastrophe le télétravail. Il faudrait savoir. Les téléspectateurs peuvent se dire, attendez, que veulent-ils à la fin? On en perçoit les limites, Faiza Bossi. Ça nous empêche, au fond, d'améliorer les process, d'avoir de nouvelles idées révolutionnaires qu'on avait souvent en échangeant à la machine à café. C'est un mode organisationnel. comme ça que le monde s'est amélioré. C'est un mode organisationnel qui est différent. Et donc, qui dit différent, dit ça s'apprend. Le télétravail, ça s'improvise pas, ça s'apprend. Ça s'apprend sur le plan du management, ça s'apprend sur le plan sanitaire. Et ça, ce sont des consignes qu'ils font donner à l'ensemble des salariés, mais également des apprenants. Vous parlez des étudiants. Il y a une statistique très intéressante, enfin, un concept très intéressant qui est le concept de Mehrabian. Dans la communication, quand je suis en train de vous parler, vous avez simplement 7% de la communication verbale qui est retenue. Le reste, c'est que du paraverbal. Donc, comment vous voulez apprendre un métier à distance si vous n'avez pas le langage paraverbal? On parlait du radio-couloir, ce que les Américains appellent le walking management. Quand vous êtes dans le couloir, vous parlez, vous échangez des idées avec vos collègues. On communique beaucoup avec son comportement, ses mains. Absolument, tout à fait. Les yeux, le regard, le son, le fait de ne pas s'exprimer, le fait au contraire de trop s'exprimer, de regarder. Voilà, toutes ces expressions paraverbales font partie véritablement de j'apprends un métier, j'apprends des connaissances, etc. C'est ce qui nous manque en télétravail. Mais on peut pallier à ça. Alors, je voulais... Oui, il y a une question aussi liée, on en revient au logement, à la porosité et à l'absence de séquencement. Je m'explique. Le logement va devenir le lieu où on fait tout. Et ça n'était pas ça, et ça ne doit pas être ça. C'est un lieu où on se replie, c'est un repère, AIRE, un endroit où on se protège aussi. Le travail, c'est agressif, souvent, c'est des rapports de force. Il ne faut pas présenter les choses de manière trop idyllique. Ça n'est pas ça, le travail. Et donc, on sait qu'il y avait cette fonction du logement. Et le séquencement, c'est aussi ça. Vous prenez un étudiant. Bon, en ce qui me concerne, j'ai face à moi, à longueur de journée, des étudiants, des apprenants, maintenant, avec la médiation d'un écran. Eh bien, normalement, ils séquencent les choses. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont dans un amphithéâtre, il y a une concentration et fonctionnellement, ils sont là pour apprendre. D'accord. Quand vous les voyez derrière l'écran aujourd'hui, vous les voyez, la première séquence, ils sont à peu près correctement habillés. C'est ça la réalité. La deuxième, ils sont négligés. La troisième, c'est dans la chambre et c'est plus dans le séjour. Vous le voyez très bien, vous voyez l'environnement. La quatrième, ils ont une casquette, la visière derrière, un t-shirt. Non mais voilà, je veux dire que très clairement, on ne séquence plus les moments et donc la notion de concentration, on n'est plus dédié à une fonction. Tout se mélange et tout se confond et c'est un problème. Christophe Nguyen. C'est ce qu'on appelle en bon français le blurring, cette confusion et cette difficulté, si vous voulez, à compartimenter ces temps de vie. On l'a vu beaucoup lors du premier confinement, mais ça apparaît encore. Cette idée que je ne sais plus si je suis chez moi ou pas et si je peux me permettre de faire une pause ou pas, comment ça va être vu. Et les gens n'arrivent pas, c'est 6 télétravailleurs sur 10, à ne plus penser au travail après la journée de boulot. Donc c'est cette idée de discontinuité, de continuité. Dominique, on a vu tout à l'heure Laurent Berger dire à beaucoup de gens qui travaillent encore plus. Est-ce qu'il y a, alors je vous donne le mauvais rôle, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu le contraire? Des gens qui faisaient pas grand-chose au boulot et alors là qui ont l'impression de ne faire plus rien. Et ça éclate à la figure de tout le monde. Qu'au fond, il y a ce qu'on appelle, il y a eu de la littérature, là, on appelait ça les bullshit jobs, les jobs à la en fait, de gens qui... À la quoi à la con. Voilà, à la con. En fait, il y en a eu... Alors, je vais assumer ce mauvais rôle. Voilà. Vous me le donnez avec jubilation. Non, il y a eu 2 sortes de gens qui ont disparu pendant cette période, et notamment le premier confinement. Il y a, et je ne commence pas par le point auquel vous attendez, c'est dans les comités exécutifs des grandes entreprises, il y a un certain nombre de patrons du CAC 40 qui se sont dit, mais au fond, quand j'avais autour de moi mon COMEX, c'est-à-dire mon comité exécutif, j'avais tous les gens autour de moi, autour d'une table, je les voyais et je ne me posais pas tellement la question de savoir s'ils parlaient régulièrement, s'ils intervenaient. Mais en télétravail, j'ai vu qu'un certain nombre de micros ne s'étaient jamais allumés et je me suis dit, mais au fond, à quoi sert machin. Et je dois dire qu'à l'été, il y a eu
on n'en a pas beaucoup parlé, parce que ce ne sont pas des plans sociaux, mais il y a eu un petit peu de... on a élagué dans les sièges. Alors, on ne dit pas élaguer, on dit restructurer, réorganiser les COMEX. Ça, c'est le premier point. Mais il y a aussi d'autres cas de figure. Il y a notamment le ministère de l'Éducation nationale a constaté qu'un certain nombre d'enseignants avaient disparu pendant le premier confinement. Alors c'est probablement, ça existe dans d'autres secteurs d'activité, hein, bien sûr, mais ça avait frappé le ministère de l'Éducation qui avait dit mais il y a des enseignants qui, parce que les moyens informatiques n'existaient pas, parce que etc. Mais qui n'a pas d'ordinateur chez soi aujourd'hui, qui avaient disparu et ça s'est compté quand même en quelques milliers. Et pourtant, jamais on ne s'est rendu compte ô combien travailler était une chance pour beaucoup d'entre nous, notamment pour les indépendants, qui sont des gens suractifs. On leur a dit « Restez chez vous, on vous indemnise, vous ne faites rien ». Et bien en fait, ça pèse énormément sur le moral de ces indépendants qui ont l'habitude de beaucoup travailler. Je vous propose d'écouter le témoignage recueilli par Manuel Tissier de ce restaurateur qui était chez lui et qui n'en pouvait plus de ne rien faire, même s'il était indemnisé. Du coup, il a décidé de faire bénévolement des repas pour les étudiants. On l'écoute. Mes employés me téléphonaient pour me dire « Thierry, on va démissionner, on va partir, on veut faire quelque chose ». Moi, mon chef cuistot n'en pouvait plus. Moi-même, j'étais limite à la dépression. Hein. Donc oui, il faut absolument qu'on redevienne essentiel rapidement. Et ça, c'est une manière de l'être. Faiza Bossi, c'est vrai qu'avec tout le débat qu'on a depuis des années sur les retraites, on voit le travail comme une chose de négatif et la retraite comme une libération. Enfin, on se libère de cet asservissement. Et bien, on se rend compte en écoutant ce restaurateur que pour beaucoup, le travail, c'est un accomplissement. Oui, bien sûr. Socialement, notre poste ou notre activité professionnelle nous définit. L'homme est un animal social par définition et j'oserais dire que le travail, c'est la santé. Donc, être inactif et payé à ne rien faire est quelque chose qui est mal vécu sur le plan personnel, mais également sur le plan social. Donc quand vous êtes habitué à travailler, que vous aimez votre travail, rien de pire que d'être contraint à rester chez soi et en plus d'être payé pour ça. C'est complètement aberrant. Donc en effet, on va avoir des signes d'anxiété, ce qu'on appelle des RPS, de l'épuisement, alors qu'en vérité, on ne travaille pas, mais parce qu'on rumine. Et donc véritablement, l'activité professionnelle vous maintient en santé. Et quand on le rumine, on a beaucoup parlé de développement de certaines addictions pendant ces périodes de confinement. Est-ce que ces gens qui ruminent chez eux ou qui n'ont plus rien à faire, même à 18h, parce qu'avant ils étaient dans les transports, on se fait un apéro, et puis quand on travaille chez soi, tiens, on se remet à la cigarette, j'en sais rien. Est-ce que vous l'avez constaté? L'oisiveté est mère de tous les vices. Vous faites plus rien, vous sortez pas, donc j'ai envie de vous dire... voilà. Non mais, en fait... De façon plus triviale. Oui, vous compensez un espèce de mal-être psychologique en essayant de trouver du réconfort dans des substances qui peuvent être psychostimulantes, psychoactives, et ça peut être par exemple le cas de l'alcool, qui a une tendance relaxante, mais en même temps, qui va vous permettre de vous sentir bien, vous avez le sentiment que vous vous sentez bien, ce qui est une erreur bien sûr, ou la cigarette un peu psychostimulante, voire d'autres drogues plus psychoactives et psychostimulantes. Ou la nourriture tout simplement. Ou la nourriture. On va servir dans le frigidaire. Et en plus, ou le travail. On a vu des managers plutôt qui se sont plongés dans une forme de compulsion du travail et qui n'osaient pas arrêter de travailler du fait de la crise, du côté anxiogène, je dois sauver la boîte, on doit y aller. Et aussi, j'ai peur pour l'état mental de mes salariés. Donc je dois être hyper disponible et qui savent que c'est pas bien de ne jamais arrêter de travailler, mais qui ne peuvent pas et qui se jettent à la moindre notification, etc. Donc on voit qu'il y a aussi une augmentation des burn-out. Mesurée avec des questionnaires scientifiques, on peut dire ce qu'on veut derrière le burn-out, mais on voit que c'est quand même 5% des salariés, 2 fois plus aussi pour les managers. Est-ce qu'il y a aussi alors des travailleurs à 2 vitesses? On l'a beaucoup dit lors du premier confinement. Il y avait les ingénieurs sur leur sofa en télétravail et les forçats en première ligne dans les supermarchés, derrière des visières. Dominique Seux, on a un... Oui, il y a eu les travailleurs de première ligne qui, eux, ont dû aller travailler, soit pour les travaux publics, soit évidemment dans le commerce de proximité. Et au début, souvenez-vous, au printemps, il y avait la crainte, on ne savait pas très bien comment le virus se transmettait. Et donc, il y a eu d'abord les grilles dans les magasins, puis les masques, mais il y avait forcément de la part de ces salariés une crainte. Qui était en partie justifiée. Et effectivement, les cols blancs, de leur côté, étaient plus en télétravail. Donc on a eu une fracture sociale. Est-ce que c'est une question de classe sociale? On peut en discuter à l'infini, mais toute la question de la récompense ou de meilleure rémunération de ces cols bleus ou de ces salariés de première ligne a été posée
pour être tout à fait franc, elle n'a pas tellement été résolue depuis. On n'en a pas beaucoup reparlé depuis l'automne. Alors, ce télétravail va-t-il induire une révolution dans l'immobilier? Ce qui est clair, c'est que beaucoup de bureaux se sont vidés avec ce télétravail. Je vous propose, avant d'en débattre, de regarder ce sujet tourné à Lyon de Chloé Tixier, qui montre bien que les entreprises songent à se débarrasser, ou en tous les cas à réduire la taille de leurs bureaux. Hop là, donc voilà nos anciens bureaux. On avait déjà cette première pièce qui était la partie commerciale, donc avec tout le service client. Cette chef d'entreprise lyonnaise a sauté le pas. Elle vient de se séparer de la majorité de ses locaux, 200 mètres carrés en moins, car ses 45 salariés sont toujours en télétravail. Donc voilà, c'est un petit peu vide et ça fait bizarre. Mais... À la clé, des économies 10 000 € par mois, mais pas seulement. On a gagné en moyenne 15 à 20% de productivité, donc ça c'est pour l'entreprise. Et à l'inverse pour le salarié, ils ont gagné en bien-être parce que ça leur permet de mixer pro et perso, mais à leur manière. La directrice est la seule à avoir gardé un bureau. Moi j'avais du temps de trajet pour venir jusque dans nos locaux, donc là j'ai gagné vraiment au niveau de ma vie personnelle. Surtout en termes d'organisation, je trouve que c'est voilà, une certaine autonomie pour s'organiser comme on le souhaite en télétravail. Donc c'est plutôt très positif. Des salariés désormais convertis au télétravail. Alors cette nouvelle organisation sonne-t-elle la fin de l'immobilier de bureau? À Lyon, la crise sanitaire a bousculé le marché. Moins 56% de demandes de bureaux à louer ou à vendre au premier semestre 2020. Henri Buzicazo, deux questions. D'abord, est-ce qu'il y a une baisse des prix dans l'immobilier de bureaux dans les grandes villes? Et deuxième, est-ce qu'on peut rêver que ces bureaux vides deviennent des appartements pour les familles nombreuses ou autres? Bon, oui, aux deux questions. La première, on a eu en 2020, alors c'était artificiel, incontestablement, et ça va se stabiliser en 2021, une division par deux de la demande de bureaux en Île-de-France, mais qui fait plus de la moitié du parc et des flux, et dans le reste du pays, dans les autres grandes villes notamment. Division par deux. L'atterrissage dans les années qui viennent, il est difficile à imaginer, mais il y a deux effets. Il y a les conséquences économiques. Les entreprises, il ne faut pas oublier que les deux postes majeurs de leur budget, c'est la masse salariale et ensuite l'immobilier. Donc les économies sur l'immobilier, quand votre compte d'exploitation se porte mal, et ça va être le cas de l'essentiel des entreprises, mais naturellement, on est tenté de les faire. On risque de les faire aussi sur la masse salariale, on commence à le voir, on aura perdu 1 million de salariés. Et ensuite, on va perdre 1 million de mètres carrés. Dans quelle proportion? Il a été imaginé par l'Institut de l'épargne immobilière et foncière, qui est un lieu de réflexion sur l'immobilier, que dans les 10 années à venir, on pourrait perdre quelque chose comme 1/6 du parc de bureaux. Pas plus. Pas plus. Alors, 1/6, c'est quand même beaucoup. C'est à peu près 100 millions de mètres carrés de bureaux France entière, 55 sur l'Île-de-France. 15% de bureaux en moins. 15% de bureaux en moins. Et bien sûr, il y a comme deuxième raison le télétravail. On a interviewé un panel d'entreprises qui ont dit que pour plus de la moitié d'entre elles, elles imaginaient un passage en télétravail à 2,2 jours par semaine, pour être précis, au terme de l'enquête. Et ça donne ce résultat sur une dizaine d'années. Alors, la conséquence, c'est des mètres carrés de bureaux qui vont être en jachère. Alors, lesquels on pourra dire quelle localisation. Les localisations, on va dire, les moins flatteuses, qui n'étaient là que pour des raisons de quantité de mètres carrés. La Défense. Pourquoi on a créé la Défense? Est-ce que c'est parce que c'est un endroit charmant? Non. On a pu le rendre plus agréable à vivre, mais c'est surtout que des besoins de grands sièges d'entreprise, très importants, lorsque la Défense est créée, on conduit les promoteurs, on conduit les pouvoirs publics à dire il faut que là, on mette toutes les grandes entreprises. Bon, en 2020, s'il n'y avait pas eu une grosse transaction pour Total, 130 000 mètres carrés, il n'y aurait rien eu à la Défense. Ça veut dire qu'il y a une désaffection de ces localisations-là. Et il est tellement vrai qu'on va devoir convertir des bureaux, ça faisait sourire il y a quelques années. D'abord, on disait ça coûte très cher, oui. Mais en appartement particulier. En appartement particulier, il y a un fonds qui vient de se créer à l'initiative d'une entreprise immobilière que je cite volontiers, qui est Novaxia. Il y en aura d'autres, qui va acquérir avec une baisse de valeur très importante des bureaux pour les transformer en logements et qui veut servir un rendement de l'ordre de 5% à des particuliers comme vous ou moi. Donc ça a de l'avenir. La ministre du Logement se penche sur le sujet. Elle veut que ces initiatives se multiplient. Il y a un appel d'offres lancé par le Grand Paris sur ce sujet-là.
Parce qu'il va y avoir effectivement des dizaines de milliers de mètres carrés, des centaines de milliers de mètres carrés à convertir dans des endroits divers et variés. Et les entreprises probablement feront le choix, à l'avenir, on le voit déjà, de localisation image. Donc le cœur des grandes villes, Paris, aura toujours cet attrait pour une entreprise. On va prendre, plutôt 500 mètres carrés, 1000 mètres carrés, là où on en aurait pris 5000. Les salariés vont télétravailler, mais vont se retrouver dans ces locaux images qui seront beaux, qui seront aménagés d'une façon nouvelle aussi, hein, avec la notion d'espace partagé. Et de toute façon, pour l'image de la société, au moment de recruter, ce sera important de dire nous sommes au cœur de Lyon, au cœur de Paris. Christophe Nguyen, est-ce qu'on peut imaginer, alors Henri Buzy-Cazot avait l'air de dire non, mais est-ce qu'on peut imaginer une entreprise sans bureau ? Oui, il y a, même avant cette crise, il y avait des entreprises sans bureau. C'est bien, ça fonctionne bien ? Ça fonctionne. Ça fait des économies, on va dire. Oui, mais ça dépend ce qu'on veut. C'est-à-dire si c'est un modèle éclaté avec que des indépendants, finalement, qui travaillent pour la même boîte à la mission, pour des boîtes de consulting, ça peut marcher, qui n'ont pas d'identité, qui n'ont pas, une ligne éditoriale ou une culture d'entreprise très forte. Pourquoi pas ? Et puis ça permet de recruter dans le monde entier, de délocaliser, de recruter des talents dans le monde entier, je veux dire. Donc après, la question, Après, c'est la question du développement de la culture et de ce qui fait la différence de travailler chez France 3, chez une autre chaîne. Et il y a une vraie culture humaine qui est différente. Et là, on voit que les télétravailleurs, plus ils télétravaillent, moins ils se sentent attachés à leur entreprise. C'est-à-dire qu'ils restent faute de mieux. Donc tout l'enjeu, effectivement, c'est réviser ce qu'on fait dans les bureaux, mais aussi, en tant que tel, que le management prenne en compte ce sujet-là dans le temps, quoi. Un bureau, ça fait vivre une culture et donc un attachement des salariés à leur entreprise. Les 2 tiers disent, retourner au bureau, c'est important pour le sentiment collectif, quoi. Faiza Bossi. Juste une chose, un petit point quand même. Là, vous parlez de travailleurs qui ont un statut particulier, qui sont des travailleurs nomades. C'est pas des télétravailleurs, donc c'est pas la même chose. Après, le législateur est très clair. Il s'est fondé sur des études. L'étude ELEAS en 2016. Il est de bon ton de ne pas dépasser plus de 3 jours de télétravail par semaine. Donc, pandémie exceptionnelle. On met les gens en télétravail toute la semaine, mais un retour va se faire vers au maximum 3 jours de télétravail par semaine. Donc, on aura besoin de bureaux. Alors, pas forcément des grands sièges sociaux comme vous avez parlé. Je suis absolument sûre qu'on aura développement d'espaces de coworking, de tiers-lieux, etc., etc. Donc, un peu un éclatement, si vous voulez, des bureaux à gauche et à droite. Mais en effet, la valeur collective, l'attachement que vous avez dans un lieu fait que c'est propre même des relations humaines. Alors, on parlait tout à l'heure du quartier de la Défense. C'est vrai qu'il était complètement vide lors du premier confinement. La question est, quel avenir pour la Défense ? Est-ce que c'était une erreur ? Est-ce qu'on le referait aujourd'hui de la même façon ? Vous voyez ce sujet qui date d'avril dernier, donc au moment en plein premier confinement, de Léa Kebdani. Un parvis quasi désert. Des tours vides. Plus de salariés dans ces locaux. Avec près de 4 millions de mètres carrés de bureaux, la Défense, c'est le premier quartier d'affaires européen. Aujourd'hui, ces agents de sécurité ont du mal à le reconnaître. C'est un petit peu un no man's land pour les parkings vides, d'être vraiment seul sur la Défense. Ouais, c'est effectivement, ça change la donne. Il n'y a presque personne, à part quelques riverains qui font leurs courses. Habituellement, ce sont 180 000 hommes et femmes qui viennent travailler dans les tours du quartier d'affaires. Ils ne sont plus que 3 000 depuis le début du confinement, soit 1,5% des salariés. Ces salariés, ce sont surtout eux qui faisaient vivre les commerces de la Défense. Cette enseigne a perdu les 2 tiers de sa clientèle. On avait essentiellement une grosse clientèle qui venait manger sur le pouce le midi. Et depuis, on jette 4 fois plus, ce qui représente énormément. Donc, il a fallu réduire les commandes. Sous terre non plus, il n'y a presque personne. La station La Défense est habituellement une fourmilière des trains de banlieue, des bus, des tramways. Aujourd'hui, seule la moitié du trafic des métros est assurée. Alors Dominique Seux, est-ce que la Défense a pris du plomb dans l'aile ? Et d'abord, est-ce que si on devait refaire la Défense aujourd'hui, on ferait totalement autre chose ? On mélangerait sans doute plus l'habitat et les bureaux, très probablement. Mais ce type de quartier existe à peu près partout. Il existe à Londres, il existe à New York, il correspond à une époque. Nous sommes dans une transformation qui est plus une accélération qu'une révolution. C'est-à-dire que il y a du télétravail qui va s'installer, mais ce ne sera pas 100%. Et donc, les tours de la Défense, pour être très concret, vont perdre quelques étages. Chaque entreprise va diminuer un petit peu le nombre d'étages, et ça commence déjà. Tel ou tel bureau d'études, cabinet de recherche libère 3-4 étages. Mais quand on interroge les dirigeants d'entreprise, notamment des grandes entreprises qui ont des tours entières,
ils ne sont pas encore complètement convaincus qu'ils vont devoir se séparer de la moitié ou voire des 3/4 de leurs étages. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, attention, notre entreprise, et vous l'avez très bien dit, ce ne sont pas simplement des télétravailleurs nomades, des travailleurs nomades ou des télétravailleurs. C'est une âme, c'est un collectif. Et j'ai pas envie de perdre. Quand j'embauche quelqu'un, je sais pas, chez Renault, pas à Défense, mais quand j'embauche quelqu'un chez Renault, j'ai pas envie que 2 ans après il s'en aille. Et donc j'ai besoin qu'il s'installe, qu'il vienne. Et donc, que va-t-on faire des bureaux? Réponse très concrète. On va en faire le lieu où les gens travaillent ensemble. Et donc, c'est toute la question des flex-office. Quand on dit flex-office, ça veut dire, pour nos téléspectateurs, ça veut dire que les gens n'ont pas de bureau attribué ou de poste de travail attribué. Mais attention, les entreprises sont en train de réfléchir à l'idée suivante, c'est-à-dire on reste quand même dans son secteur, dans son étage, dans la direction de la stratégie à son étage. Et les gens s'installent autour de le bureau de la stratégie. On ne va pas n'importe où, au 33e, au 12e ou au 50e étage. Parce qu'il faut garder un certain, non pas un cocooning, mais une façon de travailler. Et puis, il y a des fonctions pour lesquelles le télétravail est très compliqué. Quand vous faites on parlait de Renault, de l'ingénierie, du design de voitures, vous avez des maquettes, le télétravail ne va pas fonctionner pour tous les types de métiers et de fonctions. Donc, attention à ne pas jeter l'ensemble de la défense d'un coup. Vous mentionnez Total, je crois que vous avez mentionné Total tout à l'heure. Total est en train de rendre une de ses tours pour la convertir en logements sociaux, donc ça va faire des centaines de logements sociaux. À la Défense, donc. À la Défense. Alors, on l'a dit, ce confinement a donné des envies de verre, et on a vu certains chefs d'entreprise, certaines entreprises même quitter la région parisienne pour s'installer dans des villes, alors non pas moyennes, parce que là en l'occurrence c'est une grande ville, mais enfin pour s'installer à Nantes. Je vous propose de regarder ce sujet de Luc Bazizin. Une nouvelle vie dans une ville d'à peine plus de 300 000 habitants. C'est en plein cœur de Nantes qu'Irène Jousse a emménagé il y a moins d'1 an avec son mari. Ils étaient locataires à Paris d'un petit appartement de 40 mètres carrés, où le salon et la cuisine ne faisaient qu'un. Ici, ils ont pu devenir propriétaires de 80 mètres carrés pour presque 3 fois moins cher. En fait, elle a suivi son entreprise qui a quitté Paris pour s'installer dans cet immeuble à Nantes. L'un des cofondateurs nous montre à quel point ce nouvel espace change tout au quotidien. Cet emplacement-là est très important pour nous parce que c'est l'endroit où on présente nos collections aux magasins pour qu'ils puissent les sélectionner pour les revendre. Et ça, vous n'aviez pas un espace comme ça avant? Alors, on avait un espace à Paris, mais qui faisait 1/4 de cette pièce-là, c'est-à-dire exactement cet emplacement-là. Voilà, juste ça. À Paris, on devait même sortir dans la rue avec cette paire de chaussures pour dire « Attendez, quelle est la vraie couleur parce que je la vois pas très bien, quoi. » Là, on a une vraie luminosité. Les anciens bureaux parisiens n'étaient plus adaptés à leurs besoins. Peu de lumière au fond d'une cour et des bureaux étriqués. Olivier Caron fait aussi partie de l'équipe. Chaque jour, il rentre du travail à vélo et non plus en métro. Il s'est offert cette maison dans Nantes, 3 fois plus grande que son ancien logement parisien de 50 mètres carrés. La nature en pleine ville et plus de place pour une meilleure qualité de vie. Alors, est-ce que tout cela a des conséquences sur le marché de l'immobilier? Je me tourne vers notre journaliste Quentin Bérichel. Quentin, est-ce que typiquement, là, ce qu'on vient de voir, là, ces Parisiens qui ont décidé de s'installer à Nantes, est-ce que ça a déjà des conséquences concrètes? Est-ce que c'est visible sur les prix de l'immobilier en France? Eh bien, on va prendre l'exemple parisien. Par exemple, c'est une petite baisse, mais une baisse tout de même. Regardez, moins 0,1% des prix parisiens entre janvier 2020 et janvier 2021. Il faut le noter puisque c'est la première fois depuis 2015. Alors, comment expliquer cette baisse? Peut-être parce que les Parisiens recherchent d'autres surfaces et surtout cherchent à s'installer en banlieue. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la chambre. En plus, ils recherchent des surfaces plus grandes, plus attractives, notamment pour une chambre pour les enfants ou encore un bureau justement pour aller travailler. Alors, effectivement, ce qu'on peut noter également, c'est que les villes moyennes gagnent du terrain et surtout tirent leur épingle du jeu depuis la crise sanitaire. Aujourd'hui, les marchés dynamiques se trouvent à Caen, à Grenoble ou encore à Strasbourg. Un chiffre pour vous noter cette tendance. Dans la capitale alsacienne, les prix des logements ont bondi de 2,1% en 12 mois. Alors, le Covid va-t-il redessiner la carte de la France? Pour le moment, les experts restent prudents. Il est encore trop tôt pour notifier des changements structurels. Merci beaucoup, Quentin Bérichel, sur ces chiffres
très instructif, Henri Buzicazo. On a parlé beaucoup de la revanche des villes moyennes. Alors, Strasbourg, c'est plus qu'une ville moyenne, mais on a un rééquilibrage territorial comme on a en Allemagne, vous savez, où il y a plusieurs villes importantes. C'est un nouvel aménagement du territoire qui se prépare. Vous savez, ça avait commencé avant la pandémie. Pour moi, la pandémie vient catalyser ce mouvement et nous faire gagner peut-être 5, 7 ou 8 ans, parce que c'était un peu lent. On voyait les villes moyennes qui souhaitaient émerger, des élus de tous bords, des entrepreneurs se battaient pour que leur ville moyenne retrouve le lustre qu'elle avait pu avoir 50 ou 100 ans avant. Aujourd'hui, des villes que vous avez citées, et d'autres qu'on n'a même pas à l'esprit, Saint-Étienne. Saint-Étienne est une alternative à Lyon aujourd'hui. Qui l'aurait dit? C'était l'exemple qu'on donnait de dévalorisation. Le prix au mètre carré était au plancher à 500 € du mètre carré. Aujourd'hui, on redémarre. On peut citer Angers, on peut citer Le Mans, on peut citer Orléans. Toutes ces villes qui sont à une distance d'1 heure, 1 heure et demie des grandes villes, se prennent leur revanche en attirant les entreprises et les ménages. Et en effet, ça pèse sur les prix des grandes villes, pas que Paris. On pourrait citer Bordeaux, on pourrait citer Lyon ou Marseille. Tant mieux, parce que les prix étaient absolument indigestes pour les ménages. Et on est en train de perdre dans ces villes-là 0,5, 0,6, 0,7% par mois depuis 4, 5, 6 mois. Ce mouvement, aujourd'hui, il est très clair, on ne peut pas le contester. Les ménages détournent leur regard, et puis bien sûr, ces villes-là sont affectées aussi par la crise économique qui désolvabilise ceux qui y achetaient. On ne pouvait plus supporter d'augmentation, c'est quand même l'autre raison, il ne faut pas la passer sous silence. Faiza Bossi, on parle beaucoup de cadre de vie, les ménages parlent de qualité de vie et ils se rendent compte que leur habitat fait partie intégrante de cette qualité de vie à laquelle nous aspirons tous. Oui, bien sûr, il est important quand on rentre chez soi, avoir un cadre de vie qui soit agréable. Le fait d'habiter en zone urbaine comme Paris, où comme vous l'avez dit, les prix sont exorbitants, tout le monde ne peut pas se permettre d'habiter à Paris. Quand vous avez une famille, ça devient compliqué et vous aspirez à habiter dans un endroit plus grand. Les transports en commun, le télétravail favorise le fait que l'on puisse aller en zone périurbaine, pas très loin, voire même un peu loin. Moi, j'ai des patients qui font parfois 4 heures de transport par jour. Avec du télétravail aménagé, ça paraît beaucoup, mais ils vous disent qu'ils ont un confort de vie à être dans une maison avec un jardin. Dominique Seux ? Je pense qu'il y a deux choses différentes, et ça a été très bien dit. Il y a partir à la campagne. Beaucoup de gens reviennent en réalité. C'est-à-dire qu'il y a eu ce fantasme au mois d'avril, on va tous partir, où il va y avoir beaucoup de départs, vous voulez dans une propriété. Vous voulez pas me faire mon commentaire après le petit sujet sur partir à la campagne, est-ce un fantasme? On vous écoute juste après. Sujet exactement de ce que vous décrivez, un Parisien qui en a ras-le-bol et qui veut partir à la campagne dans Lyon. Sujet de Radija Adarezig. Respirer l'air frais de la campagne, avoir son propre jardin, c'est le rêve de ce Parisien. Et le terrain s'arrête où? Là, on voit la limite ou derrière ça va? Non. Avec sa compagne, il est resté confiné à Paris, dans un appartement de 70 mètres carrés. Depuis le 11 mai, il cherche une maison. Celle-ci coûte 249 000 € aux environs de Sens. Le calme, et puis, comme vous entendez, les petits oiseaux. Voilà, ce qu'on n'a pas eu et ce qu'on n'avait pas, quoi. Autre élément indispensable pour lui, un bureau. Là, le propriétaire actuel, c'est son bureau, donc ça s'y prête. On s'est rendu compte avec le confinement qu'il y avait possibilité de faire du télétravail, chose qui, je pense, va être de plus en plus développée. L'idéal pour Dominique Brassaer, être une partie de la semaine à Paris et le reste à la campagne. Diagnostiqueur immobilier, il se rend régulièrement sur des chantiers en Île-de-France. Et à Sens, dans Lyon, la capitale n'est qu'à 125 km. En train, il faut compter 55 minutes. Pendant le confinement, les recherches de logement à Sens ont bondi de 81%. S'installer loin de Paris, les habitants de la région le comprennent et voient pour la plupart d'un bon œil ses arrivées. Je comprends les familles qui sont restées tout seules dans un appartement enfermé avec des enfants. Ça doit être une catastrophe. Plus il y aura de monde et plus on pourra mettre des commerces et aux alentours. Hein. Disons que ça mène du monde, mais ça fait augmenter les prix pour nous, qui n'avons pas les mêmes salaires, je pense. Cet engouement pour les villes proches de Paris touche d'autres départements, comme l'Eure et le Loiret. Alors Dominique, je vous ai coupé. Le retour à la nature, mythe ou réalité? Les petits oiseaux, mythe ou réalité? C'est ce qu'il a dit. Alors les petits oiseaux, c'est une réalité.
Pour l'instant, il y a beaucoup d'intentions depuis le printemps, mais de transformation, il y en a un petit peu moins. C'est en tout cas ce que disent les réseaux d'agences immobilières, enfin les réseaux immobiliers. Parce que on ne va pas du tout dire des choses désagréables sur sens, mais un certain nombre d'urbains se disent, est-ce que j'ai la 4G à 100%? Est-ce que j'ai la fibre à 100%? Est-ce que j'ai un tissu de relations qui va, parce que s'intégrer, c'est compliqué, ça prend du temps d'intégrer des réseaux sociaux, des activités sociales sportives qui existent naturellement, mais ça prend du temps pour les rejoindre. Et donc il y a souvent quand même un désenchantement. Une grosse enquête avait été faite par une équipe des Échos, d'ailleurs, qui avait passé des centaines de coups de fil et qui avait constaté quand même un certain désenchantement. Voilà. Alors, on ne va pas refroidir et doucher les petits oiseaux, qui n'en ont pas besoin, mais il faut attirer quand même l'attention sur ce point-là. Henri Buzicazo, oui à la revanche des villes moyennes, pas à la revanche forcément de la campagne. On a voulu, ces derniers mois, donner raison à Alphonse Allais en imaginant qu'on mettrait les villes à la campagne. Alors, sur les recherches immobilières, je vous le confirme, c'est un doublement des recherches sur les biens ruraux. Mais on cherche, on n'achète pas. On cherche. On se fait plaisir parce que la réalité, ce sont les aménités, comme on dit. C'est-à-dire qu'on va choisir un lieu parce qu'il vous propose les services publics, privés, l'offre pédagogique de bonnes écoles, tout niveau, y compris l'enseignement supérieur. On va choisir la proximité d'un hôpital ou d'une polyclinique. Et là, quel que soit l'âge, on peut en avoir besoin. Et si vous faites un AVC, c'est pas 1 heure de transport que vous allez devoir faire, c'est en minutes que ça se compte. Donc les aménités, c'est tout ça. C'est la sécurité aussi. Hein. Et donc là, je viens de définir quoi? Je viens de définir bien sûr les grandes villes qui vont garder un attrait à cet égard, mais un certain nombre de villes moyennes qui travaillent aussi à une offre culturelle, par exemple. On ne s'ennuie plus lorsqu'on aime la culture dans une ville moyenne. Beaucoup d'entre elles ont ravivé leur offre d'opéra, de théâtre. Alors, c'est pas le moment d'en parler, mais ça reviendra. Donc, il ne faut pas rêver. Et ces maisons, où bien sûr on a envie d'être tous, de vous à moi, on va constater qu'elles manquent de ces proximités-là, et en effet du réseau humain. Les villes offrent ça, elles se sont bâties sur ce principe même. On va manquer de tout ça, et puis on va s'apercevoir que ce sont des lieux où on aime être de temps en temps, peut-être pas très longtemps. Au premier hiver venu, on a fait former ces projets aussi lors du premier confinement, il faisait très beau. Moi, je vois beaucoup moins de gens aujourd'hui, quand ils sortent, se dire, tiens, je vais aller même à Sens, ou même au cœur du Béarn, ou du Pays Basque, parce que quand il fait beau, c'est bien, quand le jour ne dure que quelques heures, c'est moins drôle. Voilà. Faiza Bossi. Je pense qu'en effet, on a besoin d'isolement de temps en temps. On rêve d'isolement de temps en temps, donc ça peut être un échappatoire, mais personne ne rêve de solitude. Donc, être dans un lieu où il n'y a rien, si vous me permettez l'expression, même si en France, quand même, on a un superbe périph'. Joli village. Voilà, on a toujours de très jolis villages. On est un pays bien. Mais quand on est âgé, notamment. Voilà, quand on est âgé, monsieur disait en effet, pour l'offre hospitalière, j'avoue qu'on a beaucoup de personnes âgées qui préfèrent rester en grande ville. Surtout quand elles ont perdu leur conjoint. Absolument. Quand ils sont seuls, bien sûr. On a besoin, ils ont besoin d'être près d'une offre de soins rapidement. Et ça, dans certaines zones, malheureusement, c'est mal doté. D'accord. Donc là, oui, Christophe Nguyen. Ce que j'ai vu moi aussi, vous me couperez si je me trompe, c'est qu'il y avait une augmentation aussi de la demande plutôt en périphérie de Paris par rapport à Paris, et notamment pour avoir des extérieurs. Dominique, on a beaucoup parlé du télétravail. Une fois qu'on télétravaille depuis la Normandie ou depuis Lyon, est-ce qu'il n'y a pas une tentation pour les entreprises de dire on va carrément télétravailler depuis Casablanca ou depuis Tunis, où là, c'est encore moins cher. Est-ce qu'on a parlé des délocalisations des cols bleus, est-ce qu'on va parler d'une délocalisation des cols blancs? En tout cas, il n'y a plus d'obstacles. Voilà. C'est-à-dire, il n'y a plus d'obstacles. Alors, il y a des obstacles juridiques, parce que c'est pas si simple que ça, quand même, de rompre un contrat de travail et pour aller travailler comme ça avec l'Inde, etc. Mais c'est vrai qu'un certain nombre d'entreprises disent, attendez, vous voulez partir 3 jours par semaine, écoutez, moi, je trouverai une main-d'œuvre moins chère et à compétences égales, voire supérieures, pourquoi pas, beaucoup plus facilement. Et donc, c'est un arbitrage qui est compliqué. Et c'est pour ça que les organisations représentatives des salariés doivent faire très attention dans les discussions sur l'organisation, les limites de ce télétravail. D'ailleurs, Christophe Nguyen, je sais que Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a dit si vous télétravaillez non plus depuis la Californie, où les logements sont hors de prix, mais depuis l'Arizona, alors on baisse votre salaire. Donc ça peut être une façon de faire des économies pour les entreprises que de forcer les gens
à télétravailler au fin fond de la Creuse et à diviser leur salaire par deux. Oui, alors ça apprend plusieurs choses aussi, cette histoire de Zuckerberg, parce qu'en fait, Facebook ne télétravaillait pas. Et au début, la tendance des entreprises, c'était quoi dans la Silicon Valley? C'était de faire en sorte que les gens restent le plus possible au bureau. C'est-à-dire qu'ils aient le Wi-Fi dès le matin, qu'ils aient le car qui vienne les chercher, qu'ils fassent du sport. Même dans le temple des GAFA, on n'incitait pas les gens au télétravail. Non, on les incitait à rester au boulot tout le temps et à faciliter leur vie. Et comment vous expliquez ça? Parce que je pense qu'il y avait cette tendance que plus vous passez du temps au boulot, mieux c'est. Et donc il faut que l'employeur facilite votre vie personnelle. Et là, on voit une tendance inverse. Du coup, les gens demandent d'avoir du temps à eux. Et on voit qu'il y a 40% des femmes, 30% des hommes qui demandent, qui pensent à passer en temps partiel. Ça montre quand même une tendance de l'époque. Les GAFA sont les entreprises qui ont fermé leurs locaux jusqu'en juin. Et leurs locaux sont fermés aujourd'hui. En tous les cas, rien de tel que le présentiel. On vient d'en faire la démonstration. Quelle qualité d'échange avons-nous eu pendant ces 50 minutes. Merci beaucoup d'avoir participé. Parce que vous êtes un bon manager. Oh là là. On arrête pour les fleurs et on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Bonne journée sur France Info. Bonjour Hervé Morin. Bonjour Caroline. Un mot quand même du Covid avant d'aller au sujet de la proportionnelle. Le gouvernement a décidé de tenir. Les scientifiques continuent d'aller dans les médias pour appeler au confinement et alerter sur les risques, notamment concernant les variants. Comme président de région, est-ce que vous êtes de ceux qui voulaient anticiper ou est-ce que vous êtes de ceux qui disent attention, il faut préserver au maximum l'activité? De toute évidence, on est sur une ligne de crête. C'est bien ça le problème. C'est difficile pour le gouvernement. C'est le choix entre des solutions dont aucune n'est